Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va introduire un nouveau cours. Il s'agit de l'automatique linéaire. Mais auparavant, à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire parvenir de vos remarques et de vos suggestions, mais aussi n'hésitez pas à nous faire plaisir par la mise de like, de vos abonnements et des partages. Alors, auparavant, on a dit l'automatique linéaire. C'est quoi d'abord le mot automatique? Alors, l'automatique est le mot automatique est généralement défini comme étant la science qui traite des ensembles qui se suffisent à eux-mêmes, sans intervention extérieure, sauf bien sûr l'intervention se limite au cas où il faut alimenter en énergie ou bien en matière première quand il s'agit de machines qui demandent de la matière première bien sûr. Alors donc ça c'est l'automatique. Maintenant, c'est quoi l'automatique linéaire? Eh bien, l'automatique linéaire se concentre sur les systèmes dont le comportement peut être dont le comportement du système peut être représenté par des équations linéaires. Et bien sûr, particulièrement les équations différentielles linéaires, c'est-à-dire les équations différentielles à coefficient constant. Alors pour commencer, on va introduire la notion de ce qu'on appelle un système dynamique linéaire. Alors c'est quoi un système linéaire, dynamique linéaire? Eh bien d'abord on va définir le mot système. Un système c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments connectés entre eux en interaction, donc qui échangent de l'information en interaction dynamique organisée en fonction d'un but. C'est-à-dire que l'ensemble travaille pour réaliser un but donné. Alors maintenant, dynamique. Ben, dynamique ici, ça veut dire que les grandeurs du système, les grandeurs qui caractérisent le système, changent avec le temps. Ils évoluent avec le temps. Voilà par exemple ici, vous avez un système. Donc vous avez l'entrée, E de t, c'est ce qu'on appelle l'excitation. Vous avez la sortie, S de t, c'est ce qu'on appelle la réponse. Excitation, réponse, entrée, sortie. Voilà. Donc vous avez par exemple ici excitation par un échelon. Voilà. Et voilà la réponse du système. C'est S de t. C'est la réponse du système. Donc voilà un exemple d'excitation par échelon. Ici voilà, c'est une sinusoïde. Voilà l'entrée. Et voilà la sortie. Et toutes les grandeurs évoluent bien sûr en fonction du temps. Alors maintenant, on a dit système dynamique linéaire. C'est quoi linéaire? Ben, ça veut dire tout simplement que le système possède la propriété de linéarité. Et on va arriver en détail plus tard sur cette notion, sur cette propriété. Alors les systèmes dynamiques peuvent concerner plusieurs. Quand on parle d'un système dynamique, ben, il y a une infinité de systèmes dynamiques. Ça peut concerner plusieurs champs disciplinaires tels que la physique, la mécanique, l'économie, la biologie, la chimie, etc., etc. Mais nous, dans ce travail, eh bien, on s'intéresse aux systèmes technologiques en relation avec leur environnement. Eh bien, c'est-à-dire tout simplement les systèmes automatiques que vous connaissez déjà. Voilà un exemple simple. J'ai un système ici et le but, c'est l'opérateur, il est là, et j'ai un four là, et on veut réaliser une température de 100 degrés. Donc, le système doit me donner à la sortie, à l'intérieur du four, température S est égale à 100 degrés. On va voir plus tard l'importance de ce qu'on verra de l'asservissement. Eh bien, parce que le système tel qu'il est là, ça veut dire s'il y a une perturbation, il y a que la porte de four est ouverte sans le voir, eh bien, on réalisera jamais la température qu'on désire. Pourquoi? Parce que le système est perturbé. On n'a pas une observation directe sur ce qui se passe là. Mais c'est ce qu'on va voir plus tard. Alors, maintenant, système linéaire, continu et invariant dans le temps. Alors, c'est quoi un système? C'est ce qu'on appelle un slit. Donc, l'étude de l'évolution d'un système dynamique nécessite la connaissance. Vous avez un système dynamique. On a dit un système dynamique, c'est un système dans lequel les grandeurs évoluent en fonction du temps. Alors, on a besoin, pour le connaître, de son état initial, c'est-à-dire l'état initial des grandeurs qui le caractérisent, et ensuite la loi d'évolution, c'est-à-dire tout simplement l'équation qui le modélise, l'équation qui
régit son comportement. Donc généralement, c'est une équation différentielle qui relie les signaux d'entrée et de sortie. Propriété des systèmes linéaires invariants dans le temps. Alors, en plus des propriétés de linéarité, bien sûr, de continuité et d'invariance, les systèmes étudiés sont des systèmes physiques réels, c'est-à-dire que ce sont des systèmes causaux et stables. Donc, un slit, il se caractérise par, de manière générale, sa propriété de linéarité, de continuité et d'invariance dans le temps, mais un système qui nous intéresse réel, physique, qu'on peut voir tous les jours, eh bien, ce sont des systèmes causaux et des systèmes stables. Alors maintenant, on va définir la définition de chaque propriété. Alors, système linéaire. Un système linéaire, système dont les grandeurs caractéristiques sont liées par des équations différentielles linéaires à coefficients constants. Donc ça, c'est connu. Ceci se traduit par quoi? Eh bien, voilà, j'ai mon système, j'ai une entrée, une sortie. Voilà. Donc, si AE de t correspond à S de t par l'intermédiaire de notre système, autrement dit, par l'intermédiaire de sa fonction de transfert, ou bien dans le domaine temps par la réponse impulsionnelle, voilà E de t, ils vont me donner cette sortie S de t. Donc ici c'est le régime transitoire, ensuite le régime établi. Si maintenant je multiplie cette entrée par K, c'est-à-dire au lieu d'avoir tout simplement E de t à l'entrée, j'ai K fois E de t. Et bien qu'est-ce que je vais avoir à la sortie? Je vais avoir, lorsque le système est linéaire, et bien K fois la sortie. Voilà, c'est proportionnel à ce qu'on a vu par avant. Maintenant, principe de superposition. C'est-à-dire lorsque on superpose plusieurs signaux. Donc si je prends le premier cas, j'ai S1 et la réponse à E1. Voilà, une réponse S1. Par l'intermédiaire de notre système, c'est la réponse à E1. Et puis S2, c'est la réponse à E2. Donc si je fais la somme E1 plus E2, eh bien, ça veut dire que la sortie va nous donner S1 plus S2. Et pour généraliser linéarité et superposition, eh bien si E1 me donne S1, E2 me donne S2, eh bien, non, c'est ce qu'on a vu là. E1 représente, et là donne S1, E2 donne S2, eh bien, K fois E1 de t plus K2 fois E de t, il va me donner K1 fois S1 de t plus K2 fois S de t. Donc là, le système linéaire, et il obéit à l'opération au principe de la superposition. Maintenant, système continu. Eh bien, un système continu, c'est un système pour lequel les grandeurs caractéristiques évoluent continuellement dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discontinuité dans l'évolution du système. E de t, S de t sont des signaux analogiques à temps continu. Voilà un exemple là. Donc S de t, un signal continu. Voilà. L'entrée continue, système continu, la sortie continue. Par opposition, voilà, par opposition à ce système qui n'est pas continu, c'est ce qu'on appelle un système discret, mais ça, on le verra plus tard. Alors, système invariant. C'est quoi un système invariant? Un système invariant, c'est comme un ami. C'est quand vous avez un ami fidèle, on peut l'appeler fidèle tout le temps. Si il est fidèle aujourd'hui, dans 2 mois il est toujours fidèle, dans 1 an il est toujours fidèle, ça c'est un ami fidèle. Là la même chose. Le système dont la loi d'évolution ne change pas au cours du temps, c'est-à-dire qu'il se comporte à cet instant de la même façon, dans 500 années il se comportera de la même façon. Ça c'est un système invariant. Un système caractérisé par la transformation, c'est-à-dire, eh bien, pour modéliser un peu ça, on va dire, si mon système a comme réponse impulsionnelle H de t, excité par une entrée E de t, il va me donner S de t. Alors, ce fait que à partir de E de t, il me donne S de t, je vais l'appeler par exemple l'opérateur F. C'est un opérateur F. Eh bien, est invariant au stationnaire autonome. Donc, le langage est riche. On dit invariant, on dit stationnaire, on dit autonome.
Si et seulement si une translation temporelle sur l'entrée entraîne la même translation sur la sortie. Ça veut dire que si par cet opérateur-là, à S de t correspond à E de t correspond S de t, et bien à S de t moins, si je prends un E de t décalé, et bien il va lui correspondre la même réponse S de t mais décalé, c'est-à-dire S de t moins tau. C'est-à-dire il garde le même comportement, il est stationnaire, il est autonome, il est indépendant d'autre chose, il est fidèle à lui-même, donc il se reproduit de la même façon tout le temps. Voilà l'invariance. Alors, voilà un exemple, si à S de, E de t par l'opérateur f nous donne S de t, et E de t moins 1, c'est la même entrée, mais elle est décalée, ils vont me donner S de t moins 1, c'est-à-dire la même entrée, pour la même entrée, on a la même sortie. Voilà un exemple, donc j'ai un échelon, il me donne cette réponse. Si maintenant, je prends cet échelon qui est décalé dans le temps, au lieu de l'introduire là, eh bien, je vais l'introduire à cet instant là. Eh bien, il va me donner la même réponse. Il ne me donnera pas une réponse différente. Pourquoi? Parce que c'est la même entrée. Et pourquoi encore? Parce que c'est la même entrée, parce qu'il est invariant. Il est stationnaire. On a la même chose là. Si à cet instant t égale 0, j'ai E de t comme ça là, eh bien, cette réponse-là, eh bien, à t, à cet instant-là, si je décale ce signal-là, je vais obtenir la même réponse. Pourquoi? Parce que c'est le même signal et que le système est invariant. Alors, causalité, ça veut dire quoi? C'est le principe en vertu duquel un fait, la cause, qui engendre quelque chose, la cause engendre un autre fait qui constitue son effet. Vous avez une cause et vous avez le résultat, c'est un effet. En physique, le principe de causalité affirme que si un phénomène nommé cause produit un autre phénomène nommé effet, alors l'effet ne peut précéder la cause. Voilà. Donc, je ne peux pas avoir, voilà, ici, c'est un système causal. J'ai cette réponse-là parce que, avant d'avoir cette réponse, j'ai un effet qui est l'entrée là. C'est un échelon. C'est parce que j'ai cet échelon-là que j'ai obtenu cette cause-là. Et pas comme ici. C'est-à-dire que la cause, l'effet débute avant la cause. Donc, ça c'est un système causal, ça, il ne l'est pas. Ce n'est pas un système causal. Maintenant, on passe à la propriété de stabilité. Eh bien, la stabilité, elle est connue. Alors, on la comprend facilement dans le cas d'un système mécanique. Si je prends un système là, voilà, il est au repos, il est en équilibre, il est stable. Donc, le système, une fois en équilibre, il ne peut pas, cette bille ne peut pas changer de position. Mais si je la déplace je lui soumets un petit déplacement là, que ce soit ici ou bien ici, et bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir là, il va revenir un petit peu là, il va osciller, et cette oscillation s'évanouit jusqu'à l'arrêt, l'immobilisation de la bille. Donc la bille, après l'avoir bousculée, déstabilisée, elle revient à sa position d'équilibre qui est celle-là. Ça, c'est un système stable. Par contre là, regardez, si je déplace, je donne un petit coup de ce côté ou de ce côté-là, ça y est, je ne retrouve plus là. D'ailleurs, déjà dans cette position initiale, elle n'est pas stable. Donc si je la déplace ou bien comme ça ou bien comme ça, elle va partir et je ne retrouverai jamais cette position-là. Alors, un système est stable si à toute entrée, à tout signal d'entrée E de t, borné, c'est-à-dire fini, à énergie finie, correspond la réponse S de t bornée, bien sûr, à énergie finie. Un signal S de t est borné si, quel que soit A supérieur ou égal à 0, tel que quel que soit t, S de t est inférieur ou égal à A. C'est-à-dire que un signal ici, il existe un A pour laquelle, quel que soit t, eh bien, S de t est toujours inférieur à A. Il est inférieur à une valeur finie. Autrement dit, à entrée E de t finie correspondra une sortie finie. Un système est stable
si sa réponse, donc maintenant on rentre dans le cas de l'étude des signaux, un système est stable si sa réponse impulsionnelle a une impulsion de Dirac tend vers 0 lorsque t tend vers l'infini. Voilà. Donc c'est une manière aussi d'exprimer la stabilité. J'ai ici un système, je lui applique une impulsion, la delta de t, voilà, et bien je vais obtenir une réponse. Lorsque c'est une impulsion, c'est-à-dire il est localisé dans le temps, à la sortie je vais obtenir ce signal-là. Lorsque t devient très grand, et bien ce signal, cette réponse doit tendre vers 0. Au bout du compte, on aura une réponse finie. Et elle tendra vers 0. Donc là, des exemples pour faire distinction entre stable, instable, entre stable et instable, etc. Donc voilà, j'ai ici, par exemple, un échelon, j'ai une structure, un système S, je lui applique cette fois un échelon, et voilà la sortie. Si la sortie est de ce type-là, ça veut dire là, elle tend vers quoi? Elle tend vers cette valeur-là. Pour t très grand, ça veut dire la réponse est finie. Donc notre système ici est stable. La même chose ici. Voilà, attaqué par le même échelon, et le système commence par osciller. Mais cette oscillation s'amortit avec le temps. Donc il tend vers une valeur finie. C'est un système stable. Si maintenant celui-là pour celui-là, eh bien, il y a génération des oscillations et qui vont rester, ils vont durer. Donc, c'est-à-dire, il n'est ni stable vers une valeur constante et il ne diverge pas. Donc, il est entre les deux. C'est ce qu'on appelle un système oscillant. Et puis là, carrément, vous voyez qu'il oscille, mais au lieu que les oscillations s'amortissent, voilà, il s'amplifie. Et donc, il tend vers des valeurs très très grandes. La même chose pour ici. Donc, dans ce cas-là, dans le cas de ces réponses-là, le système est dit instable. Modélisation des systèmes. Alors, quand on parle de système, ce système est bien sûr, il a un modèle. On peut le modéliser de plusieurs manières. Donc, la modélisation peut se faire comme j'ai dit, de plusieurs manières, par soit l'équation différentielle linéaire reliant E de t, S de t. D'ailleurs, généralement, chaque fois qu'on introduit un système physique, eh bien, on donne l'équation différentielle. C'est cette équation qui gère son comportement. C'est son modèle mathématique. C'est elle qui va nous renseigner qu'est-ce qui va se passer à tel instant, dans le passé ou dans le futur, etc. etc. Donc, l'équation, voilà, qui permet de trouver la réponse S de t pour une entrée E de t quelconque. Donc, premièrement, par l'équation différentielle. Deuxièmement, par la transformée de la place. C'est-à-dire que tout simplement, vous avez l'équation différentielle, vous allez prendre sa transformée de la place. Vous allez obtenir une équation, un polynôme, donc une équation linéaire. On a linéarisation, algébrisation de l'équation différentielle. Et je vais obtenir une relation entre E de P et S de P. Et vous connaissez bien que c'est ce qu'on appelle la fonction de transfert. Par sa réponse à un signal de forme quelconque, de forme simple. C'est-à-dire la modélisation peut être par l'impulsion, l'échelon. C'est comme on vient de voir juste avant. C'est-à-dire que j'ai l'impulsion, je l'envoie et j'obtiens une réponse. Ça veut dire qu'il y a une relation entre l'entrée et la sortie. Dans ce cas-là, c'est une relation de convolution. La même chose pour l'échelon. Par son diagramme de Bode, donc le diagramme de Bode c'est quoi? C'est une représentation qui représente le comportement du système. Seulement la présentation est différente. Donc on représente le gain en fonction de la fréquence. Et la même chose, la phase en fonction de la fréquence. Aussi, le diagramme de Nyquist, le diagramme de Black, etc., etc. Donc, chaque fois que vous avez une des représentations là, ça veut dire que c'est une manière de modéliser notre système. Et finalement, il y a toujours une relation entre l'un découle de l'autre. Il y a toujours une relation les uns et les autres. Pourquoi? Parce que leur départ, c'est une équation différentielle, voilà, entre l'entrée et la sortie. Alors,
Mais on a parlé de l'équation différentielle. Donc, c'est quoi une équation différentielle? On va rappeler ça rapidement. Eh bien, les lois de la physique sont généralement exprimées sous forme d'équation différentielle. Donc, la modélisation de la quasi-totalité du système est représentée par une équation différentielle. C'est elle qui contient le comportement, c'est elle qui contient comment le système va se comporter dans telle ou telle situation. Alors, une équation différentielle, maintenant c'est quoi, c'est une équation différentielle? Eh bien, une équation différentielle de f de t, c'est quoi? C'est une équation où l'inconnu, c'est la fonction f de t, et qui se présente sous la forme d'une relation entre cette fonction et ses dérivés. Donc voilà, par exemple ici, cas d'un système qui a comme entrée e de t et sortie s de t, voilà, la fonction c'est s de t, le signe c'est s de t. Alors l'équation différentielle de ce système qui a cette réponse s de t, eh bien c'est la combinaison entre s de t et ses dérivés. Voilà. Elle permet de décrire un grand nombre de phénomènes physiques variables au cours du temps. Par exemple, comme vous pouvez voir et que probablement vous avez vu, eh bien, les équations différentielles qui font intervenir l'intensité, la tension, la température, la vitesse, etc., le débit, etc., etc. Alors, une équation différentielle, c'est quoi? Donc, juste pour comment, par exemple, comment construit-on une équation différentielle? Ben, je prends un cas très très simple. C'est par exemple là, vous avez quand on vous dit cette équation-là, df sur dt est égal à a que multiplié par f de t. C'est-à-dire la dérivée première de f de t est proportionnelle, la dérivée de la fonction f de t est proportionnelle à la fonction elle-même. Voilà. Alors, où a est une constante réelle, elle modélise, par exemple ici, qu'est-ce qu'elle modélise? La situation où la vitesse de variation d'une quantité proportionnelle à cette quantité. Par exemple, vous avez cette quantité-là, et sa vitesse, elle est proportionnelle à cette quantité. Donc sa vitesse, c'est quoi? C'est df sur dt. Donc voilà, on peut vous énoncer le problème de manière inverse. Donner l'équation différentielle qui correspond à un phénomène où la fonction, la vitesse est de variation d'une fonction ou bien d'une quantité proportionnelle à cette quantité. Voilà. Et puis voilà, on peut vous énoncer le problème, un autre problème différemment, et à partir de là, vous allez définir votre équation différentielle, etc., etc. Donc, pour que ça ne reste pas quelque chose d'abstrait, je donne cet exemple juste pour voir que, voilà, on peut construire par nous-mêmes des équations et comprendre leur signification. Alors, un autre exemple, là, puisqu'on a parlé ici de l'intensité, de la tension, etc., voilà un circuit, voilà. Donc, la tension d'entrée, c'est E de t, c'est un circuit RL. Eh bien, lorsqu'on va établir la relation dans le réseau, là, entre tension et courant, on peut arriver à cette équation différentielle relative à l'intensité. Voilà. Voilà ce qui concerne l'équation différentielle. Maintenant, pour un peu plus d'informations sur l'équation différentielle, l'ordre d'une équation différentielle est l'ordre de la plus haute dérivée apparaissant dans l'équation. Généralement, on l'appelle M ou N. Il est noté que plus le nombre de dérivés est plus grand, plus le modèle considéré sera précis. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'ordre, une équation de cette forme-là, voilà, j'ai la dérivée première, c'est une dérivée du premier ordre. Là, c'est du second ordre. Voilà. Et puis, voilà, d'ordre M, une équation d'ordre M. Et comme je viens de dire là, plus un phénomène, le modèle d'un phénomène est représenté, ou d'un comportement, est représenté par une équation différentielle qui contient beaucoup de dérivés, et bien ça veut dire que ce modèle représente avec beaucoup plus de précision qu'un modèle dans lequel on trouve une dérivée seconde, une dérivée première, etc., etc. Donc plus on a de dérivés, plus notre modèle va être précis. Alors par la transformée de Laplace, qui lie l'entrée E de P et la sortie S de P, c'est ce qu'on a vu par avant. Donc par transformation de Laplace de l'équation différentielle précédente du système, on obtient sa fonction de transfert. Si on considère un système, pour simplifier,
on va considérer que le système est relaxé. Au départ, les conditions initiales sont nulles. Ça veut dire que ça répond à cette équation. Le signal, c'est-à-dire S de 0 est égal à la dérivée IM de S de 0 est égal à la dérivée la plus haute de 0 et le tout est égal à 0. Le système est entièrement relaxé, complètement au repos. Eh bien, à part donc, si je tiens compte de cette équation-là, de ce fait que les conditions initiales sont nulles, et si je prends la transformée de Laplace de l'équation différentielle précédente, je vais obtenir cette équation-là. Voilà. Et vous comprenez bien que la transformée de Laplace veut que quand je dérive m d'ordre m, eh bien, c'est la constante que multiplie par p à la puissance m fois s de p. Et la même chose là, c'est b1, c'est une dérivée première, c'est p fois s de p, plus b0, etc. Voilà, ici on a sauté une étape, on a mis directement en facteur, la même chose là, et puis la fonction par définition, la fonction de ce transfert, c'est s de p sur e de p. Voilà ma fonction de transfert. Voilà mon équation différentielle entre guillemets, dans le domaine de Laplace. Donc l'équation de différentiel dans le domaine de Laplace, c'est la fonction de transfert. Et c'est elle qui décrit le comportement du système dans le domaine de Laplace, de la même façon que fait l'équation différentielle dans le domaine temps. En général, la fonction de transfert, on la note h de p, ou g de p, ou t de p. Et généralement, ça tourne autour de ces trois notations. Alors, maintenant, par sa réponse à un signal de forme simple, de type impulsion échelon. Voilà. Donc, on parle de la modélisation, bien sûr. Un signal bref, si à l'entrée d'un système, on a l'entrée E de t, d'un système causal, linéaire, continu et invariant dans le temps, c'est-à-dire qu'il a les propriétés qu'on a décrites par avant, donne en sortie un signal de durée finie appelé dans ce cas-là. Si le signal d'entrée E de t est une impulsion, on appellera S de t, c'est la réponse impulsionnelle. Ça veut dire c'est la réponse à une impulsion. Si le signal E de t est un échelon, eh bien, on appelle la réponse indicielle. La réponse du système à un échelon, ça s'appelle la réponse indicielle. Comme indiqué là, voilà un exemple. Vous avez une impulsion, vous avez attaqué votre système là, voilà, par une impulsion delta de t, voilà, et comme le système a une fonction de transfert, entre guillemets, c'est comme s'il a une inertie, voilà, et bien au lieu d'obtenir à la sortie une impulsion là, voilà, j'obtiens un signal qui est étalé dans le temps. Voilà. Ça veut dire que le système, les composantes fréquentielles de ce signal-là, ils mettent du temps. Chacune met un certain temps pour passer de l'entrée à la sortie du système. Voilà, c'est ce qui fait que j'ai cet étalage de l'entrée. Maintenant, réponse indicielle, ça veut dire j'ai un échelon et puis voilà ce que j'obtiens, la même chose. Voilà. Donc, au lieu d'avoir une réponse sec comme ça là, sèche, voilà, qui passe d'un point à l'autre, ici, en un temps très très bref, il y a un étalage. Et c'est quoi cet étalage? On l'a déjà expliqué dans d'autres. Le fait au lieu d'obtenir quelque chose de pointu comme ça là, voilà, j'obtiens quelque chose de, je dirais, de filtré, voilà, là, et au lieu d'obtenir quelque chose qui fait comme ça là, j'obtiens quelque chose qui est lent, qui est filtré, parce que ce passage à travers cette fonction transfert là, voilà, a atténué des fréquences rapides, c'est les fréquences qui normalement devaient ramener le système, haute fréquence qui devaient ramener le système rapidement là, ils ont été filtrés. Donc, ce sont les autres fréquences qui, ils font ce qu'ils peuvent, et bien elles ramènent le système là. La même chose là. Les fréquences hautes qui devaient ramener le système d'un état là, un autre état là, rapidement, ils sont filtrés. Voilà, et puis voilà, ce sont les autres fréquences, plus basses que ces hautes fréquences,
qui permettent de donner cette réponse-là. Voilà. Ils n'ont pas cette rapidité qu'à les hautes fréquences. Donc tout simplement, c'est quoi finalement cette opération-là? Là, c'est tout simplement une opération au sens du traitement de signal, c'est un filtrage. Voilà. C'est une réponse, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, c'est un signal filtré. Parce qu'on l'a fait passer, on a fait passer l'impulsion dans ce système-là. Là, c'est un signal filtré de celui-là qui est passé à travers ce système-là. Alors maintenant, par produit de convolution, donc la même chose. Le produit de convolution est une opération mathématique entre deux signaux. On calcule un troisième et nous donne un troisième signal. Il est la représentation mathématique de la notion de filtre linéaire. Dans le temps, dans le domaine temps, la relation entre les signaux entrée et sortie est le produit de convolution. Donc, lorsque je suis dans le domaine fréquence, là, ça c'est ce que vous connaissez déjà, et beaucoup de monde connaît ça, G S de F est égal à la fonction de transfert que multiplie par E de F. C'est un produit simple. Ça c'est dans le domaine fréquence. Voilà. Maintenant, pourquoi le produit? Parce que le spectre de ça, c'est quoi? C'est le spectre de H fois le spectre de E. Et bien ça, c'est-à-dire qu'on a multiplication de ré par ré à la fréquence 1 Hz, et bien la fréquence, l'arrêt de H de F se multiplie par l'arrêt de E de F à 1 Hz, à 2 Hz, à 2 Hz, etc., etc. Voilà, c'est simple à comprendre. Mais, si je n'ai pas cette fonction de transfert là, par exemple ici, et que je veux travailler dans le même temps, ça veut dire que j'ai un signal E de t, et je cherche j'ai la fonction de transfert dans le domaine de temps qui est la réponse impulsionnelle H de t, et bien on cherche je cherche la réponse S de t, et bien voilà, S de t est égal à E de t convolué. On a expliqué pourquoi. Ça, c'est un produit normal. Mais là, dans le domaine de temps, c'est convolué à H de t. Et dans la définition des produits de convolution, il est défini de la manière suivante. Il consiste à quoi faire l'opération de point de vue pratique. Voilà, vous avez l'intégrale de moins l'infini plus l'infini. E de taux fois H de t moins taux de taux. C'est-à-dire, j'ai par exemple la E de t. Je veux la convoluer à H de t. Eh bien, je garde E de t tel qu'il est. J'inverse, c'est-à-dire si la courbe elle est orientée par exemple là, dans ce sens-là, voilà, et bien je l'inverse, il va être orienté dans le sens inverse, c'est-à-dire il va être comme ça là, comme ça et comme ça. Alors une fois on l'a inversé, et bien on va superposer les deux, c'est-à-dire je fais une comparaison, je prends ce signal-là à moins l'infini que multiplié par E de t est égal à 0 là, donc le résultat est égal à 0, et je décale, et quand j'arrive là, voilà, il y a un bout de commun, E de t fois H de t, il y a une valeur, là, dans cette zone-là, je vais obtenir le produit maximum, etc., etc. Et le résultat, c'est ça qui représente ce qu'on appelle le résultat de chaque décalage donne un point, qui est un point de la courbe de la réponse S de t. Alors, théorème de Plancherel, voilà, ça veut dire c'est le transformé de Fourier entre temps et fréquence des signaux E de t et H de t. Voilà, théorème de Plancherel. Si E de f est la transformée de Fourier E de t, j'ai un signal E de t, et bien je définis sa transformée de Fourier comme suit. Maintenant, H de f est la transformée de Fourier de H de t. On a dit, H de f, c'est la fonction de transfert. E de t, c'est la réponse impulsionnelle. Autrement dit, H de f, c'est la transformée de cette expression, c'est la transformée de Fourier de H de t. Donc, H de f est la transformée de Fourier H de t, voilà. Eh bien, la transformée de Fourier de ce terme-là, qui est là, eh bien, est égale à la transformée de Fourier de E de f fois H de f. Et inversement, c'est dual. C'est la transformée de Fourier de ce terme-là, comme multiplie ce terme-là, ça devient un produit de convolution dans le domaine de fréquence. Voilà, donc tout ça là, on a rappelé ses propriétés, mais juste pour dire que parmi les manières de modéliser un système, voilà, c'est le cas du produit de convolution. Alors maintenant,
par le diagramme de Bode. Comme j'ai dit par avant, le diagramme de Bode, c'est quoi? On cherche pour une fréquence du même signal d'entrée, E de T, l'effet du système sur, c'est-à-dire que j'envoie, voilà mon système, j'envoie un signal d'entrée E de T, je l'envoie là, et je cherche S de T, voilà, pour la même valeur de l'entrée, je change de fréquence, j'envoie le nouveau E de T avec une fréquence différente, et je cherche le nouveau S de T avec cette fréquence différente. Et je regarde qu'est-ce qui se passe entre les deux premières, etc., etc. Donc, pour résumer tout ça, voilà, j'ai mon système, j'envoie des ondes sinusoïdales là, et pour chaque, en gardant toujours la même amplitude, et bien, j'envoie les ondes là, et je mesure la sortie. Une première fréquence, une deuxième, etc., etc. Et je fais ça pour plusieurs fréquences. Donc, pour résumer, qu'est-ce qui se passe pour une fréquence donnée? Si j'envoie une fréquence là, une sinusoïde là, et j'obtiens sa réponse là. Par exemple, l'entrée, elle est là. Voilà. Comme le système, comme on avait pas avant, il a une fonction de transfert. Ça veut dire c'est un système, c'est un filtre. Et comme c'est un filtre, ça veut dire qu'il va agir sur l'entrée. Donc, on ne pouvait pas avoir, pour les basses fréquences, peut-être que c'est négligeable l'effet, mais plus la fréquence augmente, plus l'effet du système sur l'entrée va être visible. Je prends par exemple ici. Voilà, j'ai ici les huiles, elle est là. Je la fais traverser, je l'envoie ici. Il a traversé le système. Ils vont me donner là, c'est les huiles rouges. Qu'est-ce que je peux remarquer au niveau de cet exemple-là? Eh bien, je remarque d'abord qu'il y a un déphasage. Voilà, le maximum. Donc, il y a un déphasage là. Et ensuite, il y a une atténuation. Donc, l'effet de notre système s'est traduit par quoi? Par une atténuation et par un déphasage. Ceci pour une fréquence F1 par exemple. Je refais la même chose pour F2, pour F3, etc. Et bien, pour résumer tout ça, eh bien, on va prendre un axe et on va mettre ici un axe linéaire dans lequel le gain, c'est-à-dire le rapport, je représente le rapport de la tension de sortie sur la tension d'entrée, voilà, et ici c'est la fréquence. Donc j'ai mis ce dessin là juste pour vous rappeler que quand on passe d'une valeur de la pulsation oméga ou bien de la fréquence F à son double, on parle d'octave. Par exemple là, si je pars de 10 à la valeur 20, et bien j'appelle ça octave. C'est-à-dire la fréquence là est deux fois celle-là. Quand j'ai une décade, ça veut dire que si j'ai oméga 1 là, ici j'ai 10 fois oméga 1. Par exemple là j'ai 10, et bien là j'ai 100. Ça veut dire que 100 est égal à 10 fois cette fréquence. Donc ça s'appelle une décade. Et quand c'est 2, ça s'appelle une octave. Alors on va passer au schéma qui résume tout le comportement. Donc voilà, on fait le rapport de la tension de sortie sur la tension d'entrée. Et si j'ai l'axe de fréquence, et bien on va constater que lorsque les fréquences basses, pour les fréquences basses, la tension, voilà l'entrée et la sortie en même temps. La sortie, quand les fréquences est basse, l'amplitude de signal de sortie et d'entrée est la même. Donc le rapport, voilà, il est constant. Jusqu'à une certaine valeur, voilà, de fréquence, et bien elle va commencer à diverger. Voilà, ici c'est mieux visible. Donc à partir de là, eh bien le rapport diminue. Ça veut dire, c'est soit on représente un rapport normal, ça veut dire VS sur V1, donc ici c'est 1, et puis avec la fréquence, le rapport va être inférieur à 1, soit pour condenser, que ce soit d'ailleurs l'axe de fréquence, on va introduire le logarithme, pour pouvoir travailler sur une large spectre. Et là, pour condenser les valeurs, on va utiliser le dB, c'est-à-dire 20 log le module de ce gain-là. Alors, donc, quand c'est le rapport des tensions est égal à 1, ça veut dire 20 log 1 est 0. Voilà, en dB, j'ai 0. Donc, quand j'ai 0 dB, ça veut dire l'amplitude du signal de sortie est égale à l'amplitude du signal d'entrée. Et à partir de là,
et bien ça descend. Donc c'est inférieur à 1, donc voilà, inférieur à 0 dB, ça devient négatif. Voilà. Et j'obtiens la pente là. Et quand je dis la pente 20 dB par D4, ça veut dire que, quand par exemple, si je suis là à F, et je passe à 10F, et bien la pente a diminué de moins 20. C'est pour ça qu'on appelle moins 20 dB par D4. Ou bien on l'appelle moins 6 dB par octave, ou bien on l'appelle moins 1. Voilà. Donc la même chose, j'ai l'amplitude qui diminue et j'ai la phase qui augmente. Elle est négative, mais en la valeur absolue, elle augmente. Ça veut dire, plus la fréquence augmente, plus le signal de sortie est en retard par rapport au signal d'entrée. Donc ici, on a dit, l'effet de la fréquence est faible, donc ils ont la même amplitude et sont en phase. Et regardez, plus la fréquence augmente, plus l'amplitude de la sortie diminue, et plus il y a un déphasage entre l'entrée et la sortie. Voilà pour des fréquences très hautes. Voilà en ce qui concerne le diagramme de Bode, qui est un modèle qui peut représenter évidemment le phénomène dont on a parlé par avant. Et enfin, il y a par exemple le lieu de Nyquist, c'est la même chose. Toujours ici, c'est quoi là? Eh bien, par exemple, pour le diagramme de Bode, on avait le module du gain en fonction du module de gain et la phase en fonction de la fréquence. Là, on a combiné entre les deux. Voilà, le gain, il est là. Par exemple, pour un filtre du premier ordre, le gain, il est là, dans le domaine de la place. Voilà. Comme on s'intéresse au régime harmonique, donc on remplace P par G oméga. Quand vous avez une transformée de la place et que les signaux ne sont pas quelconques, ce sont des harmoniques, il suffit de poser P égale à G oméga. Voilà, P égale G oméga. Et bien, je sépare partie réelle, J, partie imaginaire. Donc, A plus JB. Voilà la partie réelle et voilà la partie imaginaire. Et on représente la partie imaginaire, là, en fonction de la partie réelle. Pour un système du premier ordre comme celui-là, on obtient un demi-cercle là. Voilà. Lorsque oméga en basse fréquence, voilà, donc est égal à 1, et voilà, etc. Et plus oméga augmente, puis voilà ce que vous avez comme rapport. Donc, le détail de ce lieu de Nyquist, parce que ce lieu de Nyquist est utilisé beaucoup plus pour l'étude de la stabilité des systèmes bouclés. On le verra dans un chapitre ultérieurement. Donc voilà la dernière représentation, ou bien le modèle de représentation dont on a parlé. Et sur ce, se termine cette partie sur un système dynamique linéaire. Alors, je rappelle que vous pouvez toujours nous faire parvenir de vos remarques, vos questions, mais aussi, et de manière aimable, et ça nous fera énormément plaisir, faites-nous des likes, abonnez-vous et faites des partages. Merci et à la prochaine.